Les politiciens européens, ils avaient la possibilité, en fin de semaine dernière, de faire preuve de réalisme, comme l'administration Trump, et d'accepter que les faits parlent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas fait ce choix-là. Ils sont demeurés ancrés dans cette vision manichéenne entre le bien et le mal. Puis ça, malheureusement, il y a un risque, il y a une possibilité que ça puisse créer un engrenage fatal et que ça puisse dégénérer dans un conflit ouvert entre les puissances européennes puis la Russie. Thank you, Volodymyr, for hosting today's summit and for your courageous leadership as the duly elected democratic leader of this great nation. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. La situation géopolitique devient de plus en plus tendue, alors que les États-Unis tentent de négocier un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Des pays comme le nôtre, ainsi que les membres de l'Union européenne, continuent d'annoncer des milliards en aide financière et en armement pour soutenir la défense ukrainienne. That is why I am announcing Canada will be providing 25 more LAV-3 infantry fighting vehicles to Ukraine. We're also dispersing the first installment of the $5 billion in assistance to Ukraine funded through revenues from frozen Russian assets. Selon le Kiel Institute for the World Economy, de 2022 à la fin de 2024, l'Ukraine a reçu environ 430 milliards de dollars en aide, dont 128 milliards provenant des États-Unis seulement. Pendant ce temps, environ 1 million de personnes auraient perdu la vie dans ce conflit. Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau se dit prêt à envoyer des troupes canadiennes au front. Every step of the way, Canada has looked at the ways it can best help. And as I've said a few days ago, everything's on the table. We know that the Canadian military has ways that it can contribute. We're not going to get ahead of the discussions on how to keep a peace that isn't yet in place. But Canada will be there and is open to doing what is necessary, but those will be decisions taken in the coming years by Canadians and their government. De son côté, Chrystia Freeland évoque un nouvel ordre mondial et une alliance renforcée avec le Royaume-Uni et son arsenal nucléaire, affirmant que les États-Unis pourraient représenter une menace future. They want to work with us. It's time for us to step up at home, to urgently reach out to them and build a new world order where democracy and Canadian sovereignty is protected. That's why I would start with our Nordic partners, specifically Denmark, which is also being threatened, and our European NATO allies. I would be sure that France and Britain were there, who possess nuclear weapons, and I would be working urgently with those partners to build a closer security relationship that guarantees our security in a time when the United States can be a threat. Pour aller plus loin dans l'analyse de cette situation complexe, nous recevons aujourd'hui Jean-François Caron, docteur en sciences politiques et professeur associé à l'Université Nazarbayev au Kazakhstan. I want everybody to stop dying. They're dying, Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Tu sais, Trump a toujours été clair au cours des dernières semaines. Il voulait vraiment mettre un terme à cette guerre-là. Au début, c'était en 24 heures. Après ça a évolué en 100 jours. Il a nommé un ancien général pour négocier avec la Russie, avec l'Ukraine, avec l'Union européenne. Je pense que ce qu'on a assisté vendredi dernier, c'est la confrontation entre deux mondes. Donc, d'une part, le monde très réaliste
qui prend des décisions en fonction de la réalité. Puis la réalité, malheureusement, est implacable pour l'Ukraine. Militairement parlant, la guerre, elle est perdue. Ça fait des mois et des mois qu'ils perdent inéluctablement du territoire. Puis lorsqu'on regarde la situation, c'est illusoire de penser qu'ils vont être en mesure de récupérer les territoires perdus depuis 2014 par des voies militaires. En fait, ils sont plutôt condamnés, si la guerre se poursuit, à continuer à perdre du terrain. Et puis, ben, inévitablement, ben, ça va coûter encore des milliards et des milliards de dollars si l'Occident continue à envoyer de l'aide financière, de l'aide militaire. Ça va aussi coûter la vie à des milliers et des milliers d'hommes. Donc, dans les circonstances, pour Trump, c'est une situation qui doit cesser. Puis en plus, pour les Américains, le principal ennemi, c'est pas la Russie, là. Le principal ennemi, c'est la Chine. Donc, lui, dans sa tête, il essaie en fait, en quelque sorte, de refaire le coup que Nixon a fait en 1972 lorsqu'il est allé en Chine. Quelques années auparavant, l'Union soviétique puis la Chine sont entrés dans un conflit régional. Et puis, Henry Kissinger, le secrétaire d'État, avait suggéré à Nixon, va reconnaître la Chine communiste de Mao et essaie de les intégrer d'une certaine façon dans ta sphère d'influence. Puis si tu es en mesure de le faire, tu vas définitivement rompre cette alliance-là entre les deux partenaires communistes, puis tu vas diviser pour mieux régner. C'est exactement ce qu'il a fait, puis ça a fonctionné super bien. Donc moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, Trump est en fait en train d'essayer de calquer la même stratégie que Nixon en 72, donc essayer de réouvrir des liens diplomatiques d'abord avec la Russie, mais ensuite des liens commerciaux pour essayer, dans la mesure du possible, de ramener la Russie dans le giron occidental. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne le sais pas. La question n'est pas là, mais je pense que c'est l'objectif de Trump. Donc, continuer la guerre, ça serait contre-productif pour lui. Donc ça, c'est le monde réaliste. Puis d'autre part, ben, vous avez le monde de l'empire du bien, comme je l'appelle. Ça, c'est des gens qui sont dans une pensée manichéenne, très religieuse. C'est un combat entre le bien et le mal. Et puis dans leur esprit à eux, la Russie, c'est le mal absolu. Et puis lorsqu'on se considère comme étant les détenteurs du bien absolu, ben, on peut absolument pas faire de compromis avec le mal, avec Satan. Donc ce que ça implique, c'est la guerre perpétuelle jusqu'à la victoire finale, aussi illusoire puisse-t-elle être. Puis je pense que depuis 3 ans, c'est ce qu'on voit parce que l'Occident, l'Union européenne, le Canada, ils ont des objectifs extrêmement ambitieux, très idéalistes, pour ne pas dire irréalistes, parce que leur objectif essentiellement, c'est de faire tomber le régime de Vladimir Poutine. C'est de faire en sorte que l'Ukraine récupère ses territoires qui ont été perdus depuis 2014, que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Donc tout ça, c'est absolument irréaliste. Mais lorsqu'on s'est ancré depuis 3 ans dans une logique comme celle-là, ben, c'est impossible de faire face à la réalité parce que tous les politiciens qui se sont peinturés dans le coin avec ce discours-là depuis 3 ans peuvent plus maintenant faire marche arrière. D'une part, puis d'autre part, l'opinion publique, depuis 3 ans, se fait répéter inéluctablement à chaque jour, se fait marteler ce message-là qu'il faut continuer le soutien à l'Ukraine coûte que coûte, parce qu'encore une fois, c'est une lutte contre le bien et le mal. Donc, l'opinion publique occidentale soutient ces politiciens-là qui veulent continuer le combat jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment ça à quoi on a assisté vendredi dernier, c'est la confrontation entre ces deux mondes-là. Puis ces deux mondes qui sont absolument irréconciliables parce que les objectifs sont beaucoup trop opposés l'un à l'autre. Ça, c'est ma lecture de la situation. Maintenant, l'autre question, qu'est-ce que tout ça, ça cache? Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé, mais le 16 janvier dernier, l'Ukraine et la Grande-Bretagne ont signé un partenariat centenaire. Donc, un partenariat stratégique pour une durée de 100 ans. C'est disponible sur le site là, de Keir Starmer, le premier ministre britannique. Je ne l'invente pas. Vous pouvez aller lire l'entente. Elle a été rendue publique. C'est sur la base de fuites des services de renseignement ukrainiens. À ce moment-là, Zelensky aurait promis à la Grande-Bretagne que ce serait la Grande-Bretagne qui aurait accès aux terres rares, aux ressources naturelles ukrainiennes. Et puis, c'est peut-être la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky ne pouvait pas signer cette deal-là avec Trump, sur laquelle ils ont travaillé au cours des derniers jours, tout simplement parce que ces ressources-là ont été promises à quelqu'un d'autre. Donc, on peut légitimement penser que Zelensky a délibérément fait avorter cette rencontre-là au sommet pour ne pas avoir à signer cette deal-là, parce que, ben, comme je l'ai expliqué, les ressources avaient été promises à d'autres. Puis, à quelque part, ça fait aussi l'affaire à Trump, cette situation-là, parce que maintenant, je pense que c'est assez clair. Si l'Ukraine n'est pas prête à laisser tomber les armes, à cesser les combats, puis que l'Union européenne est prête à prendre le relais
de l'aide militaire et financière américaine, ben, je pense que dans les circonstances, il n'y aura pas d'accord de paix qui va pouvoir être signé avec la Russie. Et puis Trump, maintenant, il a le beau jeu de dire, ben, écoutez, moi, là, vous avez vu, j'ai vraiment tout fait pour essayer de mettre un terme à cette guerre-là. Mais ces gens-là vivent dans un monde parallèle, l'empire du bien. Ils veulent absolument pas négocier quoi que ce soit avec la Russie. Donc, écoutez, moi, j'ai tout fait. Maintenant, j'abandonne. Vous pouvez pas me blâmer de ne pas avoir livré la marchandise. Puis, je pense qu'au cours des prochains jours, c'est ce à quoi on va vraisemblablement assister de la part de l'administration Trump, qui a déjà annoncé de toute façon le gel du soutien militaire et financier à l'Ukraine. Mais on peut s'attendre à d'autres nouvelles au cours des prochains jours. J'ai cru lire sur le réseau social de Trump, Truth, qu'il se préparait au cours des prochaines heures une grande annonce. Donc, j'ai bien hâte de voir ce à quoi cette annonce-là va consister. On sait que Elon Musk puis certains sénateurs américains font pression sur Trump pour qu'il se retire de l'OTAN. Donc, est-ce que ça va être l'annonce? Dans les circonstances, ça serait justifiable. En tout cas, ça serait facile pour l'administration Trump de justifier cette décision-là parce que il est dans un cul-de-sac avec ses partenaires européens qui sont, encore une fois, dans un monde parallèle. Ils vivent pas sur la même planète que les États-Unis. Et puis, peut-être que Trump pourra en profiter pour faire cette annonce-là. On verra. Parce que Trump, il parlait justement là, de signer un cessez-le-feu avec la Russie et l'Ukraine. Et là, on entend que Keir Starmer a annoncé qu'il va y avoir une coalition, puis ils vont aller ensemble pour dresser un plan pour terminer la guerre. Mais en même temps, c'est pas ce que Trump voulait également. Pourquoi que... C'est quoi qui se passe, là? Parce que ils veulent la même chose, mais en fin de compte, c'est pas nécessairement la même chose. Non, c'est pas nécessairement la même chose parce que quand on lit la déclaration de Starmer, il veut effectivement qu'il y ait une paix, mais avant que la paix soit signée, il veut que l'Ukraine soit dans une position de force. Okay. Ben, en ce moment, l'Ukraine n'est vraiment pas dans une position de force, là. Ils se battent sur les bottines, ils reculent, ils perdent du terrain à tous les jours. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça, pour moi, ça signifie la poursuite du combat pour que l'Ukraine récupère le plus de territoire possible d'ici là. Et aussi, la condition pour qu'il y ait une paix possible, selon Starmer, c'est que les États-Unis offrent des garanties de sécurité. Mais essentiellement, les garanties de sécurité que l'Ukraine souhaite avoir, que l'Union européenne souhaite avoir, c'est que l'Ukraine se joigne à l'OTAN ou que l'Ukraine entre dans un partenariat qui, essentiellement, reviendrait au même. Donc, tout ça, c'est absolument inacceptable pour les États-Unis qui en ont marre depuis 80 ans d'assurer la sécurité du continent européen. Puis aussi, c'est absolument inacceptable de la part de Vladimir Poutine que soit l'Ukraine adhère à l'OTAN ou entre dans un partenariat qui, à toute fin utile, ferait comme si l'Ukraine se joindrait à l'OTAN. Donc, le plan de paix de Keir Starmer est malheureusement, dans les faits, totalement inapplicable. Donc, ce que ça signifie, ben, il a annoncé en fin de semaine un peu plus de 2 milliards de livres sterling en aide financière à l'Ukraine. Et ça, c'est financé à même les avoirs gelés de la Russie depuis 2014, qui ont été gelés en Union européenne. Donc, il y a un total de 200 milliards d'euros d'avoirs russes qui ont été gelés. Donc, les Européens vont financer l'aide militaire et financière à l'OTAN avec cette réserve-là. Donc, c'est pas des sommes d'argent qui vont sortir du portefeuille des Européens. Donc, essentiellement, l'Europe va financer la poursuite de la guerre avec des fonds qui appartenaient jusqu'à il y a quelques années à des oligarques russes. Ben, évidemment, c'est pas quelque chose qui va faire l'affaire de Vladimir Poutine puis des oligarques qui l'entourent. Donc, essentiellement, les Européens sont en train de mettre de l'huile sur le feu dans une situation qui, encore une fois, je le répète, sur le plan militaire, puis c'est une constatation, là, c'est pas un jugement de valeur ici, c'est une simple constatation. Sur le plan militaire, la situation ça va pas très bien pour les Ukrainiens. Et puis, à toute fin utile, je pense que n'importe quel analyste militaire va convenir qu'il est hautement illusoire de penser qu'ils vont être en mesure de récupérer des territoires, même si on leur envoie 200 milliards d'euros, parce que ce que l'Ukraine a besoin en réalité, c'est pas nécessairement d'argent, ils ont besoin d'hommes. Ils ont un problème de recrutement
On a vu les images, puis ça a été reproché par J.D. Vance à Zelensky. Il y a plein d'images qui circulent de jeunes hommes qui sont arrêtés dans les rues partout en Ukraine, qui sont mis dans le panier à salade, puis qui se retrouvent 48 heures après dans des tranchées du Donbass pour combattre contre leur gré. Il y a plus il y a plus personne qui se masse devant les bureaux de recrutement. L'Ukraine en est condamnée maintenant à miser sur la conscription pour pouvoir combler les manques dans son armée. Donc, c'est ça que l'Ukraine a besoin. Puis, donc, si l'Union européenne est véritablement sincère dans sa volonté de continuer à aider l'Ukraine dans son combat, ben, tôt ou tard, ça va signifier que ils vont devoir envoyer des hommes. Ils vont devoir envoyer des soldats sur le champ de bataille pour pouvoir combattre auprès des Ukrainiens. Et puis ça va ça risque d'enclencher un engrenage comme celui qu'on a vécu il y a un peu plus de 100 ans, à l'été 1914, quand les puissances européennes ont posé des gestes comme ça qui ont créé un engrenage fatal qui a causé une guerre mondiale qui a duré 4 ans. Donc, les politiciens européens, ils avaient la possibilité, en fin de semaine dernière, de faire preuve de réalisme, comme l'administration Trump, et d'accepter que les faits parlent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas fait ce choix-là. Ils sont demeurés ancrés dans cette vision manichéenne entre le bien et le mal. Puis ça, malheureusement, il y a un risque, il y a une possibilité que ça puisse créer un engrenage fatal et que ça puisse dégénérer dans un conflit ouvert entre les puissances européennes puis la Russie. Le Canada, on est connu pour être un pays de paix. On a toujours aussi essayé de chercher à avoir des traités de paix au lieu d'aller à la guerre. Là, on apprend que justement les États-Unis vont se retirer, mettre sur pause l'aide qu'on va apporter à l'Ukraine. Sauf que nous, on ne suit pas les États-Unis en demandant justement un cessez-le-feu, un traité de paix. Nous, on va avec l'Union européenne, les autres pays, on décide de donner de l'argent encore. On a annoncé 5 milliards de dollars en aide à l'Ukraine, plus aussi des armes. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Vers où on s'en va, nous, le Canada, là? On est en train de s'aligner vers... on fait partie de l'Empire du bien. Donc, on est en train de s'enligner dans une espèce de partenariat non officiel avec les puissances européennes. Donc, on est en train de sortir du giron américain. Qu'est-ce que ça va donner? Comment est-ce que ça va être accueilli à Washington? Il va falloir qu'on voit au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Ça sera pas quelque chose, une décision qui va être accueillie avec joie de la part de l'administration Trump. Mais puis le problème, c'est lorsqu'on voit de part et d'autre, c'est pas juste une décision de Justin Trudeau qui va quitter son poste bientôt, mais tous les candidats à sa succession dans le Parti libéral sont tous favorables à une poursuite de l'effort du soutien à l'égard de l'Ukraine. Les conservateurs également. Pierre Poilievre également, les néo-démocrates, on n'en parlera même pas, le Bloc québécois aussi. Donc, vous avez une unanimité au sein de tous les partis politiques qui sont représentés à la Chambre des communes pour continuer cette aide-là. Et puis, c'est un peu dommage parce que ça fait en sorte là, d'empêcher le débat. Puis là, vous le voyez, hein, n'importe une personne comme moi, là, lorsque le vidéo va être mis en ligne sur YouTube, vous allez voir les commentaires des gens qui vont dire Jean-François Caron, c'est un pro-russe, il est payé par le Kremlin pour dire ces choses-là. Tu sais, il n'y a plus de débat possible au Canada autour de cette question-là. C'est devenu trop émotif. Puis si on n'est pas à 100% derrière l'Ukraine, on est inévitablement un traître envers cette cause-là. On est une personne qui pactise avec le diable. Donc, c'est un petit peu dommage de voir que le Canada, la sphère publique canadienne est empoisonnée par cette dynamique-là, mais qui s'explique par deux raisons principales. La première, vous avez depuis 3 ans tous les médias traditionnels qui martèlent du matin jusqu'au soir quotidiennement que c'est un combat existentiel, qu'on doit tout faire pour soutenir l'Ukraine, que c'est un exemple de démocratie, que Volodymyr Zelensky, c'est maintenant le plus grand défenseur de la démocratie libérale sur la planète. Donc, c'est sûr que les gens, lorsqu'ils entendent ça, ils sont conditionnés, puis ils en viennent à plus se poser de questions, puis ils acceptent simplement le fait accompli. Ça, c'est le résultat des médias traditionnels qui ont causé cette situation-là. Puis d'autre part, on l'a déjà dit, mais le fait qu'il y ait à peu près 4 à 5% de la population canadienne, ce qui n'est pas négligeable, qui sont d'origine ukrainienne, vous avez une très forte diaspora au Canada, un peu moins de 2 millions de Canadiens d'origine ukrainienne.
bien ça, sur le plan électoral, c'est un poids politique qui est non négligeable. Puis dans beaucoup de circonscriptions, surtout dans les prairies, dans l'Ouest canadien, ben, ça représente à peu près 2 douzaines de circonscriptions. Donc, sur le plan politique, les partis politiques, s'ils veulent avoir une chance de remporter les élections, ils n'ont pas le choix de plaire à cette clientèle-là. Puis on s'entend qu'un politicien mainstream qui irait dire il faut faire la paix comme Donald Trump le suggère, ben, il vient de perdre 2 douzaines de circonscriptions. Donc, politiquement parlant, ce n'est pas une prise de position qui serait rentable pour ces partis-là. Donc, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on assiste au Canada à une espèce d'unanimisme sur cette question-là. Une autre chose qui est en train de se passer, bon, il y a une escalation entre les États-Unis et le Canada. Bon, on a vu que les tarifs sont mis. On va vivre probablement peut-être une récession, on ne le sait pas encore. Mais Chrystia Freeland récemment a parlé de nouvel ordre mondial, que les armes nucléaires de la France et l'Angleterre pourraient nous protéger contre les États-Unis. Je pense qu'ils ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent, là. Non, non, ben c'est ça. On est dans une logique manichéenne, on appartient à l'empire du bien, on a des objectifs qui sont complètement irréalistes, puis dans certains cas, on a des objectifs qui sont absolument, et des stratégies surtout, qui sont absolument farfelues, qui font absolument aucun sens, puis qui contribuent tout simplement à mettre le feu aux poudres. Donc, on s'entend que dire que le Canada devrait créer un nouveau partenariat avec des puissances européennes, dont certaines sont des puissances nucléaires, tu l'as dit, la France, la Grande-Bretagne, on s'entend que du côté de Washington, c'est pas le genre de déclaration qui fait sourire, là. C'est le genre de déclaration qui fait sourciller. Et puis, ben, c'est pas la seule. Vous avez Jack Meeting qui veut interdire d'entrer au Canada Donald Trump lors de la réunion du G7 en juin prochain. Vous avez un député néo-démocrate qui parraine une pétition pour retirer la citoyenneté à Elon Musk. Pourquoi? Ben, simplement, dans l'esprit de ces gens-là, c'est deux individus qui ont pactisé avec le diable. Être prêt à discuter avec Vladimir Poutine, faire la paix en Ukraine, ben, ça fait de nous des gens qui ont pactisé avec le mal absolu. Et puis n'importe quelle personne qui s'associe à ces individus-là mérite là, des mesures expiatoires de cette nature-là. Donc, vraiment, ce genre de décision politique-là auquel on assiste en ce moment, c'est une forme de messe au grand jour. Donc, il y a des gens qui commettent des péchés, et puis il faut les punir, il faut les sanctionner du haut de la chair, il faut que la communauté religieuse ostracise ces gens-là, il faut s'en éloigner autant que possible, parce que si on s'en rapproche, ils vont nous contaminer spirituellement. Donc, lorsqu'on entre dans une logique comme celle-là, qui est absolument irrationnelle, ben, c'est pas propice au débat rationnel. Et ça a pour effet de se transposer sur la question des tarifs. Ben là, vous avez Ford, le premier ministre ontarien, qui menace là, ni plus ni moins que de couper l'électricité aux États-Unis. Je veux dire, si le Canada fait ça, le Canada est un Lilliputien, là, à côté de la puissance militaire, économique, politique américaine. Mais j'ai l'impression que beaucoup de politiciens au Canada s'imaginent que parce qu'on défend une cause noble et juste, ça permet tous les excès. Et puis, si on s'en prend aux États-Unis avec des mesures complètement démesurées, c'est pardonnable parce qu'on est du bon côté de l'histoire, on fait quelque chose de bien, alors que dans les faits, vous avez le partenaire de l'autre côté de la frontière qui, lui, est dans un monde extrêmement réaliste. S'ils se font couper l'électricité, vous allez voir, ils vont répliquer, puis ça sera pas avec des petites mesures, là. Ça va être des mesures extrêmement radicales. Et puis, je veux dire, le Canada a tout simplement pas intérêt à jouer cette game-là. Effectivement, va s'avérer extrêmement contre-productive. Il ne faut pas oublier que près de 80% du commerce international du Canada se fait avec les États-Unis. Donc, on est éminemment vulnérable à ces tarifs-là. Et puis, le Canada n'a pas la possibilité de pouvoir survivre pendant plus que de quelques semaines si les États-Unis désirent entrer contre nous là, dans une véritable guerre commerciale. On va devoir plier. Mais la question, c'est est-ce qu'on va être en mesure de plier, d'accepter la défaite si on considère l'adversaire, l'autre, comme étant le représentant du mal absolu?
moi, j'ai l'impression qu'on pourrait très bien assister à la mise en place de mesures de soutien financier du type COVID pendant la pandémie, où les gouvernements vont engager des milliards et des milliards de dollars en soutien à l'économie, mais tout ça en pure perte, simplement parce qu'ils sont dans une dynamique où c'est impossible pour eux de faire le moindre compromis puis de négocier avec les États-Unis. Donc, c'est pas un moment politique en ce moment qui est super pour le Canada. Puis moi, ce que j'espère, c'est que les gens vont commencer à écouter des individus comme Jean Charest dans une certaine mesure, mais Lucien Bouchard plus récemment, qui lance des appels là, à la rationalité, là. Est-ce qu'on peut là, revenir sur Terre, puis analyser la situation telle qu'elle est, puis prendre des décisions qui sont adaptées aux difficultés, aux défis auxquels on est confronté en ce moment, là. Donc, il y a quand même quelque chose de réjouissant, d'une certaine mesure, qu'on commence à voir des voix comme ça s'élever, mais ça reste des voix qui sont malheureusement minoritaires. Puis, lorsqu'on entend le premier ministre Ford ou Legault, le premier ministre Legault au Québec, tenir des menaces à peine voilées comme ça contre les États-Unis, c'est un petit peu décourageant, malheureusement. N'oubliez pas d'aller sur calltheelection.ca pour signer notre pétition pour demander des élections maintenant. Comme vous pouvez le voir, les menaces de tarifs sont devenues maintenant réalité et nous devons avoir un chef pour pouvoir négocier avec les États-Unis. Donc, allez sur calltheelection.ca et signez la pétition.